Marc Aurèle a dit un jour, tu as le pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela et tu trouveras la force. Dans un monde où les émotions peuvent ressembler à des vagues turbulentes, comment trouvons-nous notre ancre? Rejoignez-nous pour explorer cette leçon stoïcienne qui détienne la clé pour maîtriser vos émotions et naviguer dans les tempêtes de la vie avec une détermination inébranlable. Avant de commencer, j'apprécierais que vous aimiez la vidéo pour m'aider à continuer à répandre la philosophie stoïcienne. Si vous n'êtes pas abonné, je vous recommande de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Leçon numéro 1. Comprendre ce qui est sous votre contrôle. Avez-vous déjà été pris dans une tempête, non pas de pluie et de tonnerre, mais dans les tempêtes de la vie, événements inattendus, déceptions ou changements soudains? Les stoïciens, philosophes de la Grèce et de Rome antique, ont une leçon qui ressemble à une ancre dans ces tempêtes, la dichotomie du contrôle. Imaginez que vous planifiez un événement en plein air et que, malgré toutes vos préparations, il pleut. Vous ne pouvez pas contrôler le temps, peu importe à quel point vous le souhaiteriez, mais votre réaction à la pluie est entièrement sous votre contrôle. Vous pourriez vous lamenter, vous frustrer ou vous adapter, peut-être déplacer l'événement à l'intérieur ou voir la pluie comme un changement rafraîchissant. Épictète, un philosophe stoïcien né esclave, est devenu l'un des penseurs les plus influents de son époque, l'a dit succinctement, certaines choses sont sous notre contrôle et d'autres ne le sont pas. Cela semble simple, non? Mais dans cette simplicité réside une sagesse profonde qui a le pouvoir de transformer nos vies. Chaque jour, nous sommes confrontés à une myriade de situations, certaines que nous pouvons influencer, comme nos routines quotidiennes, les livres que nous lisons ou les personnes que nous fréquentons. Mais beaucoup sont hors de notre portée, les événements mondiaux, les actions des autres, le passage du temps et oui, le temps qu'il fait. Les stoïciens croyaient que notre bien-être ne dépend pas des événements extérieurs mais de la manière dont nous les interprétons et y répondons. Ce n'est pas l'événement lui-même, mais notre jugement à son sujet qui cause nos émotions. Pensez à un moment où vous avez fait face à un revers, peut-être que vous n'avez pas obtenu le travail que vous vouliez. À ce moment-là, cela a pu sembler un désastre, mais avec le temps, vous avez peut-être réalisé que c'était une bénédiction déguisée, vous conduisant à une meilleure opportunité ou à une croissance personnelle. Comment mettre cela en pratique? Commencez par vous demander, est-ce quelque chose que je peux contrôler? Si la réponse est oui, passez à l'action. Si la réponse est non, alors c'est une occasion de pratiquer l'acceptation et l'adaptabilité. En comprenant et en internalisant vraiment ce principe, nous pouvons nous libérer de l'angoisse inutile et naviguer dans la vie avec un sentiment de calme, sachant que bien que nous ne puissions pas contrôler les vents, nous pouvons ajuster nos voiles. Dans un monde qui semble souvent chaotique, la dichotomie du contrôle est un phare de clarté. Elle nous rappelle de concentrer notre énergie là où elle compte le plus et d'embrasser la sérénité en sachant que certaines choses sont tout simplement hors de notre portée. Leçon numéro 2. Réfléchir avant de réagir. À l'ère numérique d'aujourd'hui, où l'immédiateté est souvent célébrée, l'art de la réflexion peut sembler appartenir à une époque révolue. Pourtant, c'est cette même action de pause et de réflexion qui peut être notre salut dans un monde qui exige des réponses rapides. Pensez aux innombrables fois où nous sommes confrontés à des décisions, grandes et petites. Du choix d'un plat dans un restaurant à la décision d'une carrière, le spectre des choix est vaste. Mais ce n'est pas seulement l'ampleur de ces décisions qui importe, c'est la manière dont nous les abordons. Imaginons une situation courante, lire un message qui vous agace. Peut-être qu'un collègue remet en question votre travail ou qu'un ami fait un commentaire désinvolte. La réaction instinctive pourrait être la défensive ou la colère. Mais que se passerait-il si, au lieu de plonger tête baissée dans ce tourbillon émotionnel, vous preniez du recul? En vous accordant ce moment de détachement temporaire, vous ne réprimez pas vos émotions, vous leur donnez un espace pour respirer, pour être comprises. Cette pratique de la réflexion ne consiste pas à accepter passivement ou à éviter les choses. Il s'agit d'engagement actif avec nos pensées et sentiments. Il s'agit de poser des questions profondes. Pourquoi ce commentaire m'a-t-il affecté si profondément? Quelle croyance sous-jacente ou expérience passée influence mes émotions actuelles? Ma réaction immédiate est-elle basée sur la situation présente ou sur des bagages passés? De plus, la réflexion avant de réagir est un outil qui favorise l'empathie. En nous accordant du temps, nous permettons également de considérer les perspectives des autres. Peut-être que ce collègue a eu une journée stressante ou que cet ami n'a pas réalisé le poids de ses paroles. En réfléchissant, nous ouvrons la porte à la compréhension, non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour ceux qui nous entourent. Dans les relations, cette pratique peut être une pierre angulaire. Combien de malentendus pourraient être évités si nous prenions le temps de réfléchir avant de réagir? Combien de ponts pourraient être construits au lieu d'être brûlés? C'est dans ces moments de réflexion que nous trouvons la clarté, la compassion et la connexion. Dans les milieux professionnels, la capacité de faire une pause et de réfléchir est inestimable. Les leaders qui réfléchissent avant de prendre des décisions sont souvent plus respectés et efficaces. Ils sont perçus comme réfléchis, mesurés et sages. Leurs décisions, nées de la réflexion, résistent souvent à l'épreuve du temps. Dans un monde qui semble souvent avancer à un rythme effréné, l'acte de réflexion devient une forme de rébellion, une déclaration silencieuse mais puissante que nous ne serons pas emportés par les courants de l'immédiateté. C'est un engagement envers nous-mêmes, envers notre bien-être et envers la qualité de nos interactions avec le monde. Réfléchir avant de réagir est plus qu'une pratique,
pratique, c'est une philosophie, une manière de vivre qui prône la profondeur plutôt que la superficialité, la compréhension plutôt que l'impulsivité et les connexions significatives plutôt que les interactions éphémères. C'est un voyage intérieur aux implications profondes, façonnant non seulement nos réponses, mais le tissu même de nos vies. Leçon numéro 3, pratiquer le détachement. Dans un monde qui ressemble souvent à des montagnes russes émotionnelles, l'idée de pratiquer le détachement peut sembler déplacée. Mais approfondissons ce que cela signifie vraiment et le pouvoir transformateur qu'il détient. Le détachement ne consiste pas à réprimer les émotions ou à devenir indifférent au monde qui nous entoure. Il s'agit de cultiver une perspective équilibrée, un calme au milieu de la tempête. Imaginez pouvoir observer les événements, les situations et même vos propres émotions sans être submergé par eux. Pensez à la dernière fois que vous avez regardé un film captivant. Il y avait des moments de tension, d'excitation, peut-être même de tristesse. Tout en étant engagé dans l'histoire, une partie de vous savait toujours que ce n'était qu'un film. Vous n'avez pas couru aider le héros ou consoler le personnage en pleurs. Vous avez observé, ressenti, mais vous êtes resté à votre place. C'est l'essence de la pratique du détachement, être profondément engagé dans la vie, ressentir ses nombreuses émotions, mais aussi savoir quand rester assis dans le théâtre de votre esprit, observant sans vous perdre dans le drame. Cette approche devient une bouée de sauvetage à notre époque moderne de surcharge d'informations. Chaque jour, nous sommes bombardés de nouvelles, de mises à jour et de notifications. Réagir passionnément à chaque information nous laisserait perpétuellement épuisés. Le détachement offre un tampon, une manière de s'engager avec le monde de manière plus durable et équilibrée. Le détachement joue également un rôle crucial dans les relations interpersonnelles. Nous avons tous été dans des situations où les conversations deviennent houleuses, où des désaccords surgissent. Dans de tels moments, pratiquer le détachement peut faire la différence entre une discussion productive et une dispute dommageable. Cela nous permet d'écouter plus efficacement, de répondre plutôt que de réagir, et de naviguer dans les conflits avec compréhension et grâce. Cultiver le détachement commence par la conscience de soi. Vérifier régulièrement avec nous-mêmes, reconnaître nos déclencheurs émotionnels et comprendre nos schémas crée un espace entre le stimulus et la réponse. Dans cet espace réside la liberté de choisir nos réponses, de les aligner avec nos valeurs et nos objectifs plutôt qu'avec nos réactions initiales. Mais comment appliquer cela dans notre vie quotidienne? Commencez par des moments de pratique consciente. Lorsque vous ressentez une émotion forte, que ce soit de la joie, de la tristesse ou de la colère, prenez un moment pour la reconnaître sans jugement. Imaginez que vous regardez un nuage passer dans le ciel, vous le voyez, vous l'acceptez, mais vous ne vous y accrochez pas. Des pratiques comme la méditation, la pleine conscience et l'écriture réflexive peuvent également aider à renforcer cette capacité. Il ne s'agit pas de devenir insensible, mais de développer une résilience émotionnelle, une capacité à ressentir pleinement tout en maintenant un centre de calme et de clarté. En fin de compte, pratiquer le détachement est un acte d'amour envers soi-même. C'est la reconnaissance que pour donner le meilleur de nous-mêmes au monde, nous devons d'abord nous nourrir d'un état intérieur de paix et d'équilibre. Ce n'est pas une fuite de la vie, mais une manière plus consciente et intentionnelle de la vivre.